51. Emmanuel, quand tu veux. Je l'ai fait tout à l'heure. Voilà. Oui, tu fasses ça. Oui. Madame Baudot est branchée. Madame Baudot, Monsieur Barlot, vous êtes prêts? Nous pouvons démarrer le matinal? Nous sommes prêts, tout à fait. Merci de votre patience. Il y a toujours quelques petites minutes de battement avant le démarrage de ces matinales. Eh bien, bienvenue à tous. Je commence par saluer les participants qui arrivent, qui continuent d'arriver, puisque je vois le compteur tourner. Et je voulais dire un petit mot sur aux participants avant de démarrer cette matinale aujourd'hui. D'abord, merci de votre présence. Je voulais vous dire que nous sommes très heureux parce que vous êtes de profils et d'origine très variés. Nous accueillons aujourd'hui des médiateurs, bien sûr, mais nous accueillons aussi des experts dans des domaines très différents, puisqu'il y a des experts en traduction, il y a des experts médecins, il y a des experts comptables, il y a des experts dans différents domaines. Nous accueillons également des directeurs juridiques. Nous accueillons un professeur d'université, monsieur le professeur Germain, qui est ici et que je remercie de sa présence qui nous honore. Nous accueillons des avocats, bien entendu. Et donc, un profil tout à fait varié, intéressant et qui nous permettra d'animer sans doute de manière enrichissante le débat d'aujourd'hui. Nous avons accueilli dernièrement Christine Ferral-Schul, ancienne présidente du Conseil national du barreau, qui est venue nous parler de l'intérêt. Il y a une résonance quand je parle. Est-ce que je me trompe? Une légère résonance, oui. Est-ce que c'est lié à mon ordinateur ou est-ce que c'est lié à un autre ordinateur? À un autre. Il faudrait peut-être que tous les micros soient fermés quand tu parles, Emmanuel, en fait. Voilà. Est-ce qu'il est possible, Émilie et Mervé, que vous fermiez les micros pour une meilleure audition? Je vous remercie. Donc, nous avons accueilli Christine Ferral. Émilie, pardon, Emmanuel, est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Merci, Hervé. Donc, nous avons accueilli, je vais en terminer, avec Madame Ferral-Schul, qui est venue nous parler donc de l'intérêt et des principes de la comédiation. Nous avons accueilli Catherine Boineau et Myriam Ilgui, membres de notre association, qui sont venus nous parler des clauses de médiation à insérer dans les contrats. Nous avons accueilli Naïma Mouchou, députée du Val d'Oise, qui est venue nous parler de l'avenir de la médiation en France. Nous avons accueilli Marc Mossé, président de l'Association française des juristes d'entreprise, qui est venu nous parler de l'avenir de la médiation dans le monde économique et financier. Et je m'arrêterai là parce que je ne vais pas citer tous nos invités. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir M. Daniel Barlot, que je salue et que je remercie de sa présence, qui est donc premier vice-président au tribunal judiciaire de Nanterre. Et nous accueillons également Mme Cécile Baudot, première vice-présidente adjointe dans cette même juridiction et qui est référente en matière de médiation civile. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème très précis, comme au cours de la dernière médiation, où nous parlions de la dernière matinale, pardonnez-moi, où nous parlions de comédiation. Nous allons parler ici d'un sujet précis, mais nous allons tout de même élargir, bien entendu, soit avec vos questions, soit avec l'introduction de M. Barlot. Nous allons parler de médiation partielle. Je vais d'abord passer la parole à Jocelyne Canetti. Ces matinales sont organisées par, je n'ai pas parlé de l'IEM, mais vous nous connaissez maintenant, donc nous sommes une association de médiation, d'arbitres et d'experts, qui réunit donc des médiateurs, des arbitres et des experts. Et parmi le public ici présent aujourd'hui, nous avons un certain nombre qui ne sont pas membres de l'IEM et que nous serions heureux d'accueillir si vous aviez l'idée lumineuse de nous rejoindre pour participer de plus près à nos actions.
Je vais passer la parole à Jocelyne Cagnetti, présidente de la commission communication, qui va vous parler un petit peu du déroulement de cette matinale. C'est à Jocelyne et c'est à l'équipe communication que nous devons l'organisation de ces matinales et que je remercie ici vivement. Je vais donc fermer mon micro et je vais passer la parole à Jocelyne. Bonjour à tous, merci d'être nombreux ce matin, 61 présents. La commission communication organise beaucoup de choses pour l'IEAM, dont ces matinales. Ce matin, je vous demande de poser toutes vos questions sur le bar. En bas, vous avez un petit item conversé. Nous allons suivre vos questions au fil des exposés de nos deux invités. Et comme ça, nous pourrons répartir les questions dès qu'elles se présenteront. Tout de suite, je vous dis que la prochaine matinale aura lieu le mardi 11 janvier avec Jonathan Lux, qui est un médiateur, ancien membre du barreau en Angleterre. Il nous parlera de la médiation en Angleterre pour nous ouvrir un peu sur ce qui se passe ailleurs. C'est toujours intéressant. On apprend toujours beaucoup de choses. Voilà, puis nous avons le deuxième mardi de chaque mois, nos matinales qui sont programmées pour l'année 2022. Je passe la parole tout de suite à notre vice-président, Éric Séban, qui a eu la gentillesse de nous inviter, nos deux invités du tribunal judiciaire. Et Éric, à toi. Merci Jocelyne. Monsieur Barlot, j'aurais une première question à vous poser. Le législateur a un intérêt énorme pour la médiation puisqu'il y a un certain nombre de réformes qui ont été mises en jeu et qui sont en train d'être votées. Quelle est la politique générale du pôle civil du tribunal judiciaire en matière de médiation, s'il vous plaît? Merci de votre question et merci à l'Institut de son invitation à intervenir ce matin. C'est pour nous l'occasion d'un partage d'expérience qui est toujours très fructueux avec l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus judiciaire. Donc, c'est quelque chose à quoi nous sommes particulièrement attachés. Vous l'avez dit, le législateur, comme le pouvoir réglementaire, est très attaché au développement des modes alternatifs de règlement des litiges, la médiation, bien entendu, mais aussi d'autres formes de règlement des litiges. Et c'est un mouvement que l'on observe depuis plusieurs années à travers des réformes qui favorisent, avant la procédure et aussi durant son déroulé, la possibilité de recourir à ce type de mesures. La politique juridictionnelle conduite par le tribunal de Nanterre en la matière est une politique particulièrement dynamique. Depuis plusieurs années maintenant, nous favorisons les modes alternatifs de règlement des litiges, au premier rang desquels la médiation. Et si l'on prend quelques données d'ordre statistique, on constate que depuis 3 ans, il y a à peu près 1000 propositions chaque année de médiation. À peu près 100 propositions sont acceptées chaque année par les parties. Donc, c'est une voie qui est particulièrement utilisée et particulièrement promue par le tribunal judiciaire de Nanterre. Et je veux faire à ce sujet une remarque. C'est que très souvent, lorsqu'on lit la littérature juridique consacrée aux modes alternatifs de règlement des litiges, on vous explique que c'est une voie de dégagement du procès civil et une façon d'alléger les contentieux. L'expérience montre que sous cet angle, les modes alternatifs ne sont pas forcément une grande réussite. Le nombre de procédures évacuées par ces mesures reste assez marginal par rapport au contentieux qui est traité. Et à mon point de vue, le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges n'est pas une question de traitement quantitatif de la justice, c'est une question de traitement qualitatif. L'objectif que je poursuis lorsque je développe les modes alternatifs de règlement des litiges, c'est de favoriser une solution négociée, c'est-à-dire une solution plus globale et mieux acceptée par les parties. Ça n'est certainement pas de dégager du contentieux ou de vider mes stocks comme on peut l'entendre ou le lire ici ou là. Donc, effectivement, nous avons une politique dynamique en la matière, mais je crois qu'il faut être clair sur les raisons qui nous poussent à avoir cette politique. Merci pour cette réponse, mais en tant qu'avocat, j'ai une question qui me taraude, alors j'en profite de vous la poser, c'est quoi les critères d'éligibilité d'un dossier à la médiation? Parce que je suppose que le nombre de dossiers gérés par les juridictions du pôle civil sont relativement importants. Pourquoi tel dossier
irait en médiation et pas tel autre? Les critères dépendent de l'appréciation du juge de la mise en état. Y a-t-il eu un préalable de règlement amiable du litige? Si oui, c'est peut-être pas la peine d'insister auprès des parties. Ensuite, vous avez des matières qui se prêtent tout particulièrement au mode alternatif et à la médiation. Ce sont l'ensemble des situations dans lesquelles les parties devront continuer à vivre ensemble. Je pense au droit des sociétés. Lorsque vous avez un conflit entre associés, sauf à imaginer que le conflit devienne tel qu'il n'y ait plus d'affectio societatis et qu'on aille vers une dissolution, il va bien falloir trouver une solution qui soit satisfaisante pour toutes les parties et qui leur permette de continuer à fonctionner. C'est l'un des critères d'éligibilité de la médiation. Ensuite, vous avez la sensibilité du juge qui va estimer, après avoir pris connaissance de la situation, soit au moment de l'assignation, soit après un premier jeu d'écriture, qu'il y a la place pour une fenêtre de dialogue entre les parties. Au demeurant, en ce qui concerne ma chambre, la médiation n'est pas l'unique réponse que je peux choisir en termes de mode alternatif. Je pratique beaucoup la transaction à l'ombre du tribunal, par exemple. J'observe d'ailleurs qu'elle produit souvent de meilleurs résultats que la médiation. Mais tout ceci est une question d'appréciation. Je vous ai dit, on fait à peu près 1000 propositions par an. Vous avez à peu près 4000 affaires qui rentrent chaque année entre 4 et 6 000 selon les années. Vous voyez à peu près le volume. Ce que l'on observe depuis 3 ans, c'est une diversification des matières. Je préside la première chambre civile. Pendant très longtemps, la médiation n'a été utilisée qu'en matière de droit des sociétés. Lorsque je suis arrivé, je l'ai développée dans d'autres matières avec des résultats excellents, notamment en matière de propriété intellectuelle, en matière de responsabilité civile des professions. Donc, je crois qu'il faut oser. Après, c'est une question d'appréciation personnelle de la situation et de la capacité des parties à entrer dans un processus de dialogue. Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai maintenant des questions pour Madame Baudot. Je vais vous faire un aveu, Madame Baudot. Quand je vous ai rencontré la première fois, vous êtes la première personne à avoir parlé de médiation partielle. Et je me suis intéressé au sujet, et peut-être que je l'ai mal fait, mais en tout état de cause, je n'ai rien trouvé sur la médiation partielle. Alors, est-ce que vous pourriez nous donner une définition pour vous de ce qu'est la médiation partielle? Les raisons pour lesquelles... Oui. Alors, bonjour à tous. Moi, je suis arrivée depuis... Fermez le micro de Monsieur Barlot, peut-être. Donc, moi, je suis arrivée depuis 3 mois. Ah, le micro de M. Barlot est fermé. Alors, peut-être, Madame Baudot, vous avez vous-même un ordinateur qui est ouvert et c'est la concomitance de ces 2 ordinateurs qui crée ces interférences. Alors, je ne suis pas spécialiste, expert en communication. Je vais arrêter. Il y a le micro de M. Rosati qui est ouvert aussi. Je vais peut-être désactiver les micros de tout le monde. Et, voilà, on va commencer. Voilà. Merci Mervé. Vous désactivez tous les micros et puis Madame Baudot va réactiver son micro. Voilà, vous m'entendez? Voilà. Donc, moi, je suis arrivée il y a 3 mois au tribunal judiciaire de Nanterre et dans mes précédentes fonctions, j'avais également fait le constat que par rapport au nombre de médiations proposées, comme vient de vous l'indiquer M. Barlot, il y avait finalement soit assez peu de réponses pour s'engager en médiation, soit quand les parties avaient donné leur accord, assez peu finalement de protocoles ou d'accords que le juge ou le tribunal pouvait homologuer. Donc, il est vrai que c'est une certaine frustration pour nous, magistrats, et non pas dans l'idée de déstocker, de vider absolument nos stocks, nos armoires, comme vient de l'expliquer M. Barlot, mais dans l'idée de trouver un apaisement du litige, un apaisement pour les parties et de pouvoir poursuivre une vie en dehors du litige. Donc, une certaine frustration qui nous amène à réfléchir sur cette notion de médiation. Et après des échanges très intéressants avec M. Barlot, il est vrai que moi, je suis en harmonie avec cette politique de tenter à parvenir à des médiations partielles, c'est-à-dire pour essayer
d'apaiser un tant soit peu le litige, et même s'il n'est pas résolu dans son ensemble, essayer au moins d'avoir un accord sur une partie du litige, comme nous pouvons le trouver en matière familiale. Les médiations en matière familiale sont extrêmement nombreuses, très vivantes, et il y a beaucoup de médiations partielles qui fonctionnent en matière familiale. Vous avez des accords, par exemple, pour des mesures financières, et puis pas sur d'autres parties du litige, comme le droit de visite, d'hébergement de l'autre parent. Donc, nous, dans les chambres civiles, c'est une idée qui a été soumise, où nous en avons parlé déjà avec M. Barlot, idée soumise à nos collègues lors d'une réunion générale du pôle civil. Et je pense que c'est une idée que nous allons développer. Et M. Barlot va vous expliquer davantage un peu la philosophie, la politique du tribunal de Nanterre. Mais il est vrai que nous considérons que ça pourrait être aussi un atout, un intérêt pour les parties dans le dossier, un intérêt à la fois économique et, si vous me permettez l'expression, d'un retour sur investissement, donc également un intérêt financier. Donc, je vais laisser la parole à M. Barlot. Merci. Pourquoi cette idée de médiation partielle? Je vous ai dit que la médiation faisait partie des priorités de la politique juridictionnelle conduite par le tribunal de Nanterre depuis plusieurs années. Et il se trouve que nous avons désormais du recul sur le résultat de cette politique. Et force est de constater qu'au-delà de l'aspect quantitatif, sur le plan qualitatif, ces résultats sont perfectibles. Je vous ai expliqué qu'on faisait à peu près une centaine de mesures par an, 200 mesures depuis le 1er janvier 2020. Le nombre de médiations actées, c'est 13. 13 médiations réussies sur 200 mesures en 2 ans. Ce que l'on observe aujourd'hui quand on voit revenir les parties vers le juge, c'est de plus en plus l'expression d'un mécontentement. Il s'est passé 6 mois, 3 mois dans le meilleur des cas, très souvent un peu plus, parce que la mesure a dû se mettre en place. On a dépensé 1 500 € et on se retrouve au même endroit, à la même place et dans la même situation qu'avant. Je crois qu'il est de l'intérêt des parties, mais il est aussi de l'intérêt des acteurs de la médiation, que cet aspect déceptif soit travaillé et que tous ensemble, nous allons vers un peu plus de réponses qualitatives dans la mise en œuvre des mesures. Parce qu'il peut se passer des choses. Certes, il peut ne pas y avoir un accord global acté par les parties à l'issue de la mesure de médiation. Mais enfin, on a passé du temps, on a dépensé de l'argent. On ne peut pas se satisfaire d'une situation où on vous dit qu'on est exactement rendu au même point que l'on était il y a 6 mois. Et les parties le disent de plus en plus. Il y a des réactions de la part des parties. Donc, il faut en tenir compte. Et ce que j'observe dans un certain nombre de dossiers où nous n'avons pas eu d'accord du tout, même partiel, c'est qu'à l'audience, il apparaît qu'il y avait des points d'accord possibles. Lorsque dans un dossier de responsabilité civile professionnelle, les parties sont d'accord pour dire qu'il y a eu une faute, mais qu'elles sont en désaccord sur le seul préjudice, pourquoi ça ne fait pas l'objet d'un constat dans le cadre de la médiation? Et pourquoi on ne circonscrit pas l'objet du litige à ce qui véritablement fait l'objet du débat judiciaire, c'est-à-dire la portée du préjudice? Il y aurait au moins une trace de la médiation. C'est ça l'idée que nous défendons. Et je crois que c'est non seulement tenir compte de l'avis des parties, mais je pense que c'est aussi tout à fait nécessaire pour les acteurs de la médiation, parce qu'on a vécu l'âge d'or de la médiation avec beaucoup d'incitations faites par les pouvoirs publics. J'observe de la part des parties, des justiciables, de plus en plus de retours critiques, et je pense qu'il faut savoir l'entendre et savoir y répondre. C'est ça l'idée d'une médiation partielle. Alors très concrètement, ça se pratique dans bon nombre de domaines. Ça se pratique en matière familiale, Madame Baudot vous l'a dit, elle l'a fait dans ses précédentes fonctions. Ça peut tout à fait se pratiquer dans le contentieux civil général,
Quand on regarde la pratique de la transaction entre avocats, par exemple, on a des transactions partielles sur des pans de l'objet du litige qui tombent et le juge continue son office sur ce qui reste à trancher, mais au moins il y a eu des avancées. C'est ça l'idée que nous défendons. Éric, ton micro? Oui, le micro. Je vais être un peu provocateur, mais c'est dans ma nature. J'ai 2 dossiers au cabinet. Une médiation qui est aujourd'hui terminée. Et à l'issue du rendez-vous que j'avais eu avec vous, Madame Baudot, il y avait 5 sujets de conflit entre les parties. Et je leur ai dit, il semble qu'il y ait quelques accords sur 3 points. Faisons une médiation partielle. Pardonnez-moi l'expression, j'ai été envoyé dans les 22 en me disant, c'est tout ou rien. Et j'ai un autre exemple, un dossier devant la Cour d'appel. Il y a eu une médiation, nous étions 3 parties. 2 parties ont transigé, la 3e, le bailleur, n'a pas transigé, et on est devant la Cour d'appel avec l'appelant qui a transigé avec la partie que je représente et un bailleur qui se retrouve tout seul. Alors, trouvez-vous pas que c'est un peu antinomique avec la notion de médiation qui doit en principe purger un litige, alors que là, on se retrouve avec le risque de maintenir un différend entre les parties en réglant ce litige de manière partielle? Alors, on aura peut-être un avis différent, M. Barlot et moi, mais moi, je pense que non. C'est justement, il faut laisser le temps aux parties, il faut mûrir cette réflexion. Et je pense que c'est la responsabilité de chacun, du médiateur, des conseils, des avocats qui assistent les parties, d'amener à réfléchir à cette notion, d'amener à cet accord partiel possible. Je pense que c'est vraiment une question de maturation de la réflexion et du dossier, une avancée des choses. Je pense qu'il ne faut pas envisager peut-être cette médiation partielle dès le premier rendez-vous. C'est une question, je pense, d'accompagnement des parties, du litige, une question de temps et de réflexion. Ça ne peut venir que dans un deuxième temps. L'objet de la médiation, c'est évidemment un règlement total de la situation, qui d'ailleurs, dans l'essence même de la démarche du médiateur, dépasse l'objet du litige. On n'est pas dans un mode alternatif de règlement du litige, on est dans un mode alternatif de règlement du différend. C'est-à-dire que l'on intègre dans la médiation un certain nombre de choses qui ne sont pas la matière litigieuse et qui participent de celle-ci pour essayer d'atteindre un règlement global. C'est en tout cas ce que l'on m'a expliqué, je ne suis pas médiateur, mais c'est ce que l'on défend traditionnellement lorsque l'on fait la promotion de la médiation. C'est l'essence de votre démarche et c'est ce qu'il faut tenter de faire. Mais il y a un moment où ça ne marche pas. Et la question que l'on pose à travers la médiation partielle, c'est est-ce qu'il faut se satisfaire de ce constat d'échec ou est-ce qu'il faut offrir aux parties la possibilité de tirer un bénéfice minimal du temps qu'elles ont consacré à la médiation? Et là, je réponds oui. Je réponds oui parce que il ne faut pas que la médiation devienne déceptive pour les parties. Et à partir du moment où vous constatez l'impossibilité d'un accord global, ce que l'on entend tout à fait, c'est évident. Si les gens vont voir un juge, c'est quand même qu'il y a un problème fondamental. Et on n'attend pas de la médiation qu'elle fournisse des réponses dans toutes les situations. La question que l'on pose, nous, à travers cette idée de médiation partielle, c'est qu'une fois que le constat d'échec est posé au règlement global du litige, est-ce qu'il ne faut pas profiter de ce que les parties ont discuté pour trouver la possibilité de point d'accord et permettre d'une certaine façon de capitaliser la fenêtre de dialogue qui a été ouverte pendant le temps de la médiation. Alors, c'est peut-être antinomique, comme vous l'indiquez, avec l'essence ou la philosophie de la médiation, mais je dirais que c'est un caractère subsidiaire, comme disent les juristes. Il y a le principal, c'est l'accord global, et puis si on part au principal, on défend un subsidiaire. Et le subsidiaire, c'est de permettre que ce temps d'échange, ce temps de dialogue, les rapprochements qui ont pu être actés soient une plus-value pour l'intervention de la mesure. Donc, si je reprends votre propos, vous dites qu'une fois que les parties ont considéré qu'il n'y avait pas d'accord global envisageable, il faut les amener à se rapprocher sur un certain nombre de points.
ou si vous êtes parvenu à faire ce rapprochement sur un certain nombre de points, invitez les parties à l'acter. Expliquez-leur que ce temps que vous avez passé, il en restera une trace pour elles, pour le règlement du litige. Je reprends mon exemple de la responsabilité civile professionnelle. Si vous actez que tout le monde est d'accord sur le fait qu'il y a eu une faute et que le point de désaccord ne porte que sur le préjudice, il faut l'acter, il faut que ça laisse une trace, que l'on montre aux parties que ce temps qui a été investi de plusieurs mois a produit un résultat. Et très souvent, ce résultat, il existe, c'est juste une question de formalisation. Il y a aussi une difficulté chez certaines parties qui veulent vraiment, enfin, cet accord global. Je reprends l'exemple de la médiation que j'avais entre un syndicat professionnel et une régie publicitaire. Ils avaient 3 points d'accord, il y avait 2 points de désaccord. Quand j'ai proposé un accord partiel, oui, non, mais je comprends. J'entends bien, et on peut prendre tous les exemples de la Terre. Vous trouverez toujours un exemple qui contredit ce que je viens de dire. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Quand on a pris des contacts avec vous, vous nous avez dit la médiation partielle, qu'est-ce que c'est? Oui. Bon, nous, on vous l'explique, on vous incite. Il est évident que dans un certain nombre de dossiers, ça ne fonctionnera pas, ça n'a pas d'objet, ça n'est pas adapté, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas l'avoir en tête et qu'il ne faille pas la promouvoir. Encore une fois, ça existe dans un certain nombre de procédures en France, ça existe dans un certain nombre de domaines en France. Vous savez, quand je suis arrivé à Nanterre, on m'a expliqué que la médiation, dans ma chambre, c'était que pour le droit des sociétés. Je l'ai lancé en matière de propriété intellectuelle. Ça fonctionne très, très bien. En matière de propriété intellectuelle, la première année, j'ai eu 100% de réussite. Alors certes, sur un nombre très limité de dossiers, avec un très, très bon médiateur, mais il faut savoir innover et bouger. Ça ne veut pas dire que dans tous les dossiers, vous trouverez matière A, mais il faut tenter. Les avocats et les magistrats, quel est leur rôle exact pour promouvoir cette médiation partielle? Parce que c'est vrai que mes confrères sont réticents à la médiation et ils ne connaissent pas la médiation partielle. Donc, quelle démarche doit-on faire auprès de nos clients pour promouvoir cette médiation partielle? Et peut-être vos collègues magistrats qui sont encore un peu réticents à la médiation. Alors, je ne sais pas si c'est le cas dans votre juridiction, mais dans d'autres juridictions. Il y a deux questions dans votre interpellation. Convaincre les magistrats de la médiation et de son intérêt, ce n'est pas notre sujet à Nanterre, puisque nous, on la pratique beaucoup. Convaincre les avocats de l'intérêt de la médiation, y compris de la médiation partielle, là encore, il y a 2 questions. C'est convaincre les avocats de la médiation, ça c'est de la pédagogie, c'est les interventions que nous faisons auprès du barreau, auprès de diverses organisations. Et convaincre de la médiation partielle, moi j'aurais tendance à dire que c'est une question pratique pour le médiateur. C'est qu'à partir du moment où vous avez constaté l'échec de l'accord global, est-ce qu'il n'y a pas lieu d'expliquer aux parties qu'il est quand même possible de rendre ce temps utile et d'en laisser une trace positive dans le litige? Encore une fois, moi, si j'en viens à faire ce constat, c'est parce que j'ai des retours des parties et j'observe que depuis 1 an maintenant, alors qu'il n'y avait pas du tout de critique jusqu'à présent, on a des avocats qui sont extrêmement critiques après la médiation. C'est-à-dire qu'ils nous expliquent que le juge est bien gentil d'avoir ordonné ça, mais on a quand même perdu 6 mois et on a perdu 1 500 €. Et c'est ça que je trouve dommage. Non pas parce qu'on critique le juge, ça, le juge est fait pour être critiqué, ça c'est normal. On a le cuir épais, c'est pas un problème. Ce que je trouve dommage, si vous voulez, c'est que cette déception, elle est de nature à fragiliser une mesure dont je trouve qu'elle a toute son utilité, parce que lorsqu'une médiation est réussie, c'est vraiment de la qualité de la justice dont il est question, et ce sont des gens qui, trouvant un accord, ne reviendront plus nous voir. C'est-à-dire qu'en droit des sociétés, quand vous ne faites pas de médiation, vous tranchez un point, vous les avez souvent 2 ans après parce qu'ils continuent à se taper dessus. Les associés, quand ça dysfonctionne, ça dysfonctionne. Et puis parfois, on en arrive à la dissolution de la société. Quand une médiation est réussie, ça veut dire que vous avez traité, non pas les symptômes, mais la cause du mal. Et moi, je suis très favorable à la médiation. Donc, ce que je ne voudrais pas,
c'est que la médiation fut remise en cause dans son principe parce que se développe cette petite musique critique chez certains qui consiste à dire les efforts sont disproportionnés par rapport aux résultats. Ça, je trouve que ce serait très dommage pour la mesure parce qu'elle a son utilité et parce qu'il faut la protéger. Donc, c'est ce qui m'a conduit à avoir cette réflexion. Comment faire en sorte que les parties sortent de médiation, même quand elles n'ont pas d'accord, avec quelque chose qui leur permette de dire « il s'est passé quelque chose ». Je sais qu'il s'est passé quelque chose, je sais qu'il y a eu des discussions, simplement il y a cette critique lancinante à laquelle il faut savoir répondre. Voilà. Juste une dernière question. Vous, sur les dossiers qui sont allés en médiation et dont la médiation a échoué, est-ce que vous êtes capable de donner à peu près un pourcentage de transactions derrière, puisque les gens reviennent devant le juge et peut-être transigent hors médiation? Non. Non. Il n'y a pas de transaction quand la médiation a échoué. Non. Si transaction il y a, c'est ab initio. C'est ce que j'appelle la transaction à l'ombre du tribunal. Les anglo-saxons font cela très bien. Je crois que vous avez une intervention à ce sujet, si j'ai bien compris l'introduction de notre matinale. Et ça, on l'a dans beaucoup de dossiers. C'est des avocats qui ne font pas de procédure participative parce que ça n'est pas encore entré dans les mœurs, mais qui demandent au juge ou qui, sur l'initiative du juge, engage des pourparlers avec des rendez-vous de procédure très réguliers en mise en état. Moi, je pratique cela beaucoup. Je n'ai pas une seule audience de mise en état où je n'ai pas cela, c'est-à-dire des parties que je vois tous les 3 mois, tous les 4 mois, pour savoir où en sont les pourparlers. Et parfois, ça dure 1 an. J'ai des dossiers qui, depuis 1 an, sont renvoyés de 3 mois en 3 mois parce que les avocats négocient. Ça, c'est de la transaction à l'ombre du tribunal que je pratique par ailleurs dans d'autres dossiers que ceux que j'envoie en médiation. Mais pour répondre à votre question, si la médiation a échoué, il n'y aura pas de transaction. Je n'ai absolument aucun exemple dans ma chambre et depuis que je suis arrivé, on a dû trancher plus de 2000 dossiers. Je n'ai aucun exemple de dossier dans lequel il y a eu une transaction après l'échec de la médiation. Après, il arrive à l'audience que dans des dossiers où la médiation a échoué, on nous explique, je reprends mon exemple parce que c'est un exemple vécu, où on nous explique, il n'y a pas de débat sur la faute, on est tous d'accord pour dire qu'il y a une faute, mais sur le préjudice, il demande tant, alors qu'on considère que la perte de chance conduirait à une indemnisation bien inférieure. Là encore, on pourrait imaginer que la médiation permette aux parties, même sans accord formalisé, mais au moins de s'entendre sur une fourchette. Ce n'est pas tout à fait interdit, ça. Elles ont commencé à négocier là-dessus. Elles ont admis qu'il n'y avait pas de discussion sur la faute et que finalement, ce qui caractérisait ou cristallisait leur litige, c'était l'étendue du préjudice. Est-ce qu'on ne peut pas discuter sur quelle est l'étendue de ce préjudice? Parce que quand vous grattez, vous voyez que le dispositif, c'est réduire à 1 euro symbolique. Mais en fait, quand vous discutez à l'audience, vous voyez que les avocats sont prêts à admettre une condamnation un peu plus élevée. Donc, il y a des marges de discussion. Ce que vous pouvez me poser comme question, c'est est-ce que c'est vraiment votre boulot? Ça, je l'entends. Mais je vous répondrai en revenant aux causes de cette réflexion sur la médiation partielle, c'est-à-dire cette idée de rentabiliser le dialogue, la fenêtre de dialogue qui a été ouverte pendant la mise en état. Je vous remercie l'un et l'autre pour vos réponses. Monsieur Barlot, je vais vous faire un aveu. Quand j'ai préparé cet entretien avec Madame Baudot, je lui ai dit que c'était une idée géniale, la médiation partielle.